Bienvenue à votre rubrique Ça se discute. Je suis avec mes invités. Nous allons essayer de passer au peigne fin quelques sujets d'intérêt majeur. Julio Tometti, bonsoir à vous. Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on vous voit justement, vous êtes juriste, analyste politique, aux côtés de Fiacre Baudrano, juriste également. Fiacre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Stanislas. Bonsoir à toutes et à tous. Delphin Gagana, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Stanislas Béraud, à moi. Merci d'être là. Analyste politique. Théodule Moussa, merci beaucoup d'être resté avec nous pour la suite. Oui, merci à vous aussi. Allez, premier sujet, on va parler justement de notre pays qui disposera bientôt d'un pôle d'attraction touristique, annonce faite par le ministre béninois en charge de la culture, du tourisme et des arts. Il y a quand même un budget à louer à ce pôle d'attraction touristique. Déjà, Fiacre Baudrano, je voudrais votre premier regard sur ce chantier qui sera bientôt ouvert à disposition du ministère de la Culture. Oui, c'est un vaste chantier que le gouvernement a annoncé il y a longtemps et depuis le premier quinquennat, on en parlait. Et voilà que aujourd'hui, on nous dit que les choses sont presque prêtes et que le projet va démarrer. Et cela va donner une nouvelle visibilité à notre pays. Et aussi, cela va permettre au monde entier de connaître les valeurs culturelles dans notre pays. Le vaudou qui est en vogue désormais, on va connaître partout dans le monde que le Bénin est le berceau de vaudou. Et on le disait, mais ça sera une réalité désormais. Donc cela va faire venir beaucoup de touristes dans le pays et c'est aussi des recettes que le pays fera en cette matière. Donc je trouve que c'est une bonne chose et il faut encourager. D'accord. À encourager, je rappelle que selon les informations, au total, 608 milliards de francs CFA seront injectés pour la réalisation d'une dizaine de projets dans le cadre de la mise en œuvre du second programme d'action du gouvernement PAG2. Dont vous avez déjà connaissance, c'est le gouvernement qui s'emploie à vulgariser ce PAG2. Delphin Gangana, sur la question justement de ce pôle d'attraction touristique, on sait que notre pays, depuis quelques années, les autorités étatiques s'emploient à rendre davantage plus visible ce volet-là de la culture en général. Bientôt, la mise sur pied d'un pôle d'attraction touristique. Quel en sera l'intérêt, selon vous, pour les populations? Merci, monsieur Stanislas. Oui, quel en serait l'intérêt pour la population? D'abord, quand il y a à construire, il y a à travailler, donc c'est déjà la réduction du chômage. Et quand un seul individu trouve à faire, c'est que 5 ou 6 personnes, d'autres trouvent quand même satisfaction derrière ça. Donc déjà, c'est un intérêt pour la population. L'autre intérêt, c'est quoi? Que dès qu'on crée, c'est pas une nouvelle chose dans une zone, c'est que d'autres activités connaissent, se créent et permettant à la population de pouvoir trouver quand même pour leur compte. Et quand on dit du tourisme, c'est sûr, on aura besoin des guides, on aura besoin des accompagnateurs, on aura besoin quand même d'autres, qu'est-ce que je veux dire, d'autres activités pouvant accompagner. D'autres activités autour. Donc, c'est que ça a multiples avantages pour la population. Mais ce que moi, je voudrais savoir ou ce que je voudrais qu'on mette l'accent sur ça, c'est quoi? Parce que quand on parle de pôle, c'est vrai, c'est un ensemble de projets qui constituent ce pôle. Et comme Baudelaire nous l'a si bien rappelé, ça a commencé depuis le premier quinquennat de ce gouvernement. Oui, c'est vrai qu'un projet, c'est d'abord l'intention, c'est d'abord les études de faisabilité, c'est la recherche de financement, c'est le bouclage de financement et le démarrage du projet avant qu'on ne parle de la finalisation de la construction. Oui, ces projets, c'est vrai qu'il y en avait déjà d'autres qu'on avait déjà commencé certainement déjà leur construction. Par exemple, la route des pêches. La route des pêches, le truc de l'épopée des Amazones ou des rois d'Abomey, le truc qui concerne Gambier. La restauration du musée. Voilà, donc il y avait déjà ces projets qui étaient déjà en cours. Donc ces projets ne sont plus de nouveaux projets, selon moi, à mettre sur le compte ou bien sur le compte
de la nouvelle vision des choses. Ça, c'est vrai, c'est une vision qui était en cours depuis et il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Mais moi, je veux qu'on fasse à chaque fois le point déjà de l'exécution, bien du démarrage de certains projets pour dire, oui, nous avons commencé par parler de ça, mais on est déjà à tel niveau parce que l'affaire de l'épopée des rois, je pense que ça fait partie des avantages qu'on a bénéficié du retour de nos biens culturels de la France, parce qu'il paraît que la France avait quand même accordé un budget de je ne sais exactement quel montant, entre 3 ou 30 milliards pour la construction. Je dis, je ne connais pas le montant, donc c'est approximativement un truc comme ça. Donc, pour la construction du musée, donc je me dis, oui, on doit pouvoir déjà faire le point à chaque fois de ce qu'il y avait déjà telle chose qui a été déjà faite et telle chose de nouveau, ou bien une nouvelle chose qui est en train de venir, histoire de... Sinon, ce serait comme si c'est de réchauffer, ce serait comme si c'est de la répétition, ce serait comme si c'est qu'on est en train de dire la même chose. Oui, mais ce n'est pas qu'on est en train de dire la même chose dans le sens de ce que rien ne se faisait, c'est que des choses se font. Mais donc, il faut quand même, pour des choses se font du moins, donc il faut les mettre en exergue, dire on a déjà démarré telle chose, on est à tel niveau dans l'exécution, oui, il y a telle chose qu'on veut commencer, histoire de nous permettre de savoir, oui, que ça évolue, parce que quand on parle du tourisme, ce n'est pas que c'est en un jour comme ça que tout sera fait et que blanc, tout sera. Non, c'est qu'il faut continuer, il faut commencer tout doucement, aller à 1, étape à 2, étape, à 3. Et puis on a déjà commencé des étapes. Donc on dit les étapes là où nous sommes déjà, lequel des projets est à l'étude de financement ou déjà bouclé, ou déjà commencé, histoire de nous permettre d'être au même niveau d'information, d'accompagner le développement et d'être fiers de ce que quelque chose se fait chez nous. Parce que quand on parle du tourisme, c'est d'abord national. Il faut d'abord que ceux qui sont sur place s'intéressent déjà à ça avant qu'on ne parle des autres. Parce que si on ne nous motive pas à nous intéresser aussi à ça, et on attend seulement des autres, c'est que nous serons là. Et un peu comme les autres viendront nous raconter notre histoire. Et quand vous ne connaissez pas votre histoire, c'est que vous ne vous connaissez pas. D'accord. Il y a... Oui, Théodule? Bon, ok. Allez-y. En fait, je voulais demander si Delphin est véritablement pressé d'avoir le bilan des actions du gouvernement en termes de tourisme, de tout ce qui est tourisme. Non, pas que le bilan, mais l'évolution par étape, ou en tout cas l'étape d'évolution des choses. Parce que oui, au moment opportun, je fais une parenthèse. Je fais une parenthèse. Rapidement. Par exemple, l'hôpital de référence dont on a parlé, c'est en construction. On a déjà commencé par construire. Il est vrai que ça ne fait pas partie du tourisme. Je prends juste un exemple, quoi. Elle est déjà en construction. Mais beaucoup ne savent pas que c'est déjà en construction. Mais quand on sera toujours en train de dire nous allons construire un hôpital de référence qui va faire si, c'est comme si on est en train de répéter la même chose, mais que cela ne se fait pas. Mais ça se fait déjà. Donc il faut quand même qu'on dise, on a déjà commencé la construction de telle et telle chose, on est à telle étape. D'accord. Julio, il est prévu une galerie nationale opérationnelle avec toutes les commodités liées à un contenu bien défini. En termes de réforme, il est aussi envisagé, entre autres, la création d'un fonds de bonification de crédit pour les entreprises et ou industries culturelles, la dématérialisation, par exemple, du système de collecte des redevances de droits d'auteur au niveau du BUBEDRA, la création du Conseil des organisations de la société civile culturelle et d'une agence de production de contenu, beaucoup d'autres choses. Je m'en arrête là déjà. Dans cette vision d'installer un pôle d'attraction touristique au profit du Bénin, on sait quand même que le tourisme, c'est un secteur porteur de devises. N'est-ce pas là un autre levier de développement qu'actionnent là les autorités étatiques? Oui, je suis d'accord avec vous dans le fond. Front sur lequel je n'aimerais pas m'aventurer trop. N'étant pas un acteur culturel, je ne peux pas bien apprécier l'impact économique que cela pourrait avoir. Je m'intéresse plutôt à la forme. Et je me demande, à quoi ça sert, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, de ressasser en termes de projet ce que l'on a déjà inscrit dans le PAG2. Vous savez, le PAG2, c'est un document d'intention, d'accord? Et donc, dans lequel tout est consigné. À partir de ce moment-là, si des Béninois sont intéressés par tel ou tel aspect de la chose, libre à eux d'aller consulter, se faire une idée de ce qu'il y a. Mais on a l'impression que on veut nous vendre un rêve, d'accord, qui va bien certainement se réaliser. Nous l'espérons, mais cet effet de communication, ça peut devenir ça peut même des fois ennuyer, en fait, ça peut devenir ennuyeux.
Je vais vous donner un simple exemple. Vous savez, le projet route des pêches qui est dans le secteur culturel pour le développement du secteur culturel, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a été annoncé depuis le premier quinquennat de Boni Yayi, mais on a apprécié cela dans sa phase de réalisation. Et oui, c'est vrai, beaucoup ont condamné le gouvernement actuel d'avoir, par rapport à ce qu'eux-mêmes avaient appelé la normocommunication, de sorte que, bon, en revenant maintenant à un mode de communication, on a l'impression qu'on en fait trop, parce que ça risque d'ennuyer, parce que, en fait, le Béninois quotidiennement a un certain nombre de priorités. Et donc, sauf que quand vous le ressassez toujours des centaines de milliards que vous mettez à disposition pour telle ou telle quelque chose qui va se faire, excusez-moi, ce n'est pas ça qui l'intéresse tout de suite. Ce n'est pas ça qui intéresse le commun des Béninois tout de suite. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est que de voir ces projets commencer par se réaliser pour que nous apprécions en fait la mise en œuvre. Mais je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas friand en fait de cette forme de communication qui nous relance toujours dans les méandres du PHD. Le PHD existe déjà, une intention de plus de 12 000 milliards, on sait qu'il y a dans différents secteurs. Parce que l'autre chose, on pourrait se demander quelle est la priorité du gouvernement en faisant une analyse globale, quelle est la priorité par rapport notamment aux questions d'ordre conjoncturel. C'est-à-dire quoi? Puisque en fait un gouvernement c'est ça. Un gouvernement pense à l'avenir, mais règle en même temps le présent. Par rapport au présent, quelles sont les actions urgentes qui sont prises? Quelqu'un m'a parlé ici hier, par exemple, en parlant comme ça, en parlant du maïs, que lui veut voir, par exemple, s'il veut constater sur le marché, en fait, c'est que on veut voir l'intention de ce que, sur les questions d'ordre prioritaire ou de subsistance, qu'il y ait des actions urgentes, que ça devienne des priorités d'ordre national. On a l'impression que, en fait, d'une manière générale, on n'a pas de priorité. Mais on veut tout faire. On veut tout faire, oui. C'est une très bonne intention de vouloir tout faire, mais il ne peut pas ne pas avoir des priorités. Parce qu'à vouloir tout faire, c'est que vous mettez tout sur la même longueur d'onde. Or, tout n'est pas au même enseigne. Il doit y avoir forcément un ordre de priorité qu'on doit avoir. C'est pourquoi je disais pour moi, on va commencer que je voudrais beaucoup plus m'intéresser à la forme que le fond. C'est de très bonnes intentions, mais il faut travailler, d'accord, à ne pas trop communiquer et que l'on voit véritablement la mise en œuvre de ces différentes choses-là. Et vous savez, les trésors sont venus, nous l'avons tous apprécié. Dans quelques jours, nous pouvons avoir l'opportunité d'aller les toucher au moins du regard. En fait, c'est de ça que je parle et non des effets d'annonce. D'accord, c'est vrai, vous parlez des effets d'annonce, mais les téléspectateurs ne pourraient forcément pas comprendre vos postures parce que ici même en plateau, sur d'autres questions, vous demandez à l'État central de communiquer davantage, surtout pour certaines lois, certaines dispositions, notamment dans les zones reculées, de communiquer pour que tout le monde sache la connaissance de la loi, de quoi il est question pour le quotidien, mais ça, mais en quoi est-il mauvais de communiquer autour des actions contenues dans un document? Quel effet ça a sur le Béninois de communiquer sur les 600 et quelques... Mais il faut leur dire ce qui est prévu quand même. Non, vous aurez la parole tout à l'heure. C'est comme ça, vous allez intervenir sur la question. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Julio, c'est sa compréhension des choses, mais là, à côté de ça, je me demande que voulons-nous réellement? Que voulons-nous réellement? Parce que c'est vrai, à des moments donnés, nous avons reproché au gouvernement de ne pas communiquer suffisamment. Parce que nous avons tous compris qu'au départ, le gouvernement est dans du pragmatisme, mais en sourdine, c'est-à-dire qu'on ne communique pas beaucoup, vous constatez ce qui est fait et vous appréciez de vous-même. Ce sont certainement les pressions, les demandes sans cette pression qui ont amené le gouvernement depuis un certain temps d'abord à créer un poste de porte-parole du gouvernement et à communiquer par rapport à ce qui se fait. Je crois que nous sommes d'accord pour que par rapport aux projets qui sont annoncés avec autant de je dirais autant de communication autour, c'est que le projet c'est-à-dire aborde sa phase exécutoire dans les tout prochains jours, tout prochaines semaines. Je crois que c'est un peu dans ça. Et par rapport à ce projet,
tout le monde sait ce que nous avons comme richesse culturelle au Bénin. Les autres pays vendent, c'est-à-dire le tourisme, tout le monde sait ce que ça représente comme devise pour les autres pays, le Maroc, la Tunisie, même le Sénégal à côté. Et donc si aujourd'hui, avec autant de projets qui sont annoncés, qui seront réalisés, parce que Julien ne me dira pas que des projets annoncés, sur peut-être une dizaine, je ne défends pas de pieds et des mains le gouvernement, mais j'apprécie, tout comme vous, j'analyse, tout comme vous, de 10 projets annoncés, je crois qu'au moins 8 à 7 projets sont exécutés. Sont exécutés. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas exécutés, il y a de bonnes raisons. Et très souvent, généralement, le gouvernement monte au créneau pour expliquer et donner les priorités. Aujourd'hui, le tourisme aussi fait partie des priorités. Vous savez, mais beaucoup sont... en tout cas, je dirais, des Béninois de notre âge ou un peu moins âgés que nous ne connaissent pas Ouida, ne connaissent pas ce qui se passe, s'il y a à découvrir à Ouida avant de parler d'Abomey ou de Porto Novo, etc. Même le Mono, par exemple, à son histoire, il y a un tourisme qu'on pouvait découvrir à Ouida. Et donc, moi, je pense que... Et ce n'est pas le tourisme tel que annoncé, le projet tel que annoncé aussi fait partie des priorités. Et nous sommes tous d'accord que priorité des priorités, c'est ça le leitmotiv du gouvernement. Et que pour le moment, la communication pour ma part n'est pas du tout. Et que peut-être on nous annonce, c'est à nous d'attendre et de voir la suite de ce que ça va donner sur le terrain. Sur le terrain. Juste, là aussi, j'aborde le sujet de Delphin où il demande de façon pressante une forme de bilan et tout. Mais ceux qui vont, les gens constatent en tout cas l'exécution des travaux sur le terrain en termes de réhabilitation, tout ce qui est tourisme déjà entrepris, les travaux entrepris déjà, et ça se passe. Et qu'en son temps, nous aurons le temps de découvrir ça, tout comme ce que nous avons visiter, en fait, ça c'est moi ça. D'accord. Fiacre, sur la même question. Oui, sur la même question, et je vais bondir dans le même sens que M. Théodule. Je ne suis pas d'accord avec M. Julio quand il dit que pour communiquer autour du projet de tourisme, que c'est communiquer de trop. Non, il faut communiquer autour de ces projets-là pour permettre à la population, pour permettre à ceux qui sont dans des endroits où ces projets seront réalisés, qu'il y a quelque chose comme ça qui vient et qu'ils puissent s'apprêter à accueillir la chose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ce projet de construction, et on aura besoin de l'espace. Et ces espaces sont peut-être occupés par des gens auparavant, on sera obligé de les faire déplacer. Donc, il y aura de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il faut informer ces gens-là que voilà, il y a un projet d'ordre public qui arrive et que vous serez obligé de vous déplacer de votre endroit là où vous êtes pour un autre point et pour permettre au projet d'être réalisé. Donc, il faut nécessairement communiquer autour de ces genres de projets-là pour permettre à la population de s'apprêter à accueillir le projet. Maintenant, de l'autre côté, vous allez comprendre que auparavant, on était habitué à des éléphants blancs. Mais le gouvernement de la rupture a fait tout possible pour qu'on puisse conjuguer ce phénomène-là au passé. Aujourd'hui, on ne parle plus d'éléphants blancs. Tous les projets que le gouvernement annonce, plus ou moins, on voit que les projets sont réalisés. Et nous sommes heureux de voir la réalisation des projets du gouvernement de la rupture dans sa bonne qualité. Et puis, c'est ce qu'il y a. D'accord. Julio, vous voulez réagir? Vous voulez... D'accord, on va écouter Delphin rapidement sur la question. Oui. Je veux réagir par rapport à ce que Julio a dit quand il parle de communication. Peut-être que oui, le fait de dire qu'il y a trop de communication, peut-être qu'il voulait dire autre chose ou bien il est en train d'exprimer autre chose que nous comprenons. Julio? Oui. Non, il est là. Il est clair, il est là. Moi, je donne ma compréhension de ce qu'il a dit. Je donne ma compréhension de ce que je comprends. D'accord. C'est-à-dire quoi? L'affaire de roue de pêche, comme on a dit, l'affaire de faire un stock de réserve pour les œuvres d'art à acheter chez les artisans, conserver une partie, ça fait partie d'un projet qui existait déjà depuis qu'on nous avait annoncé. Et maintenant, quand on met encore tous ces projets
ensemble comme étant de nouveaux projets où on a dit il y a 660 et quelques milliards destinés pour ça. C'est comme si ce sont des projets qui n'existaient pas, des projets qui ont eu maintenant naissance. Or, ces projets existaient déjà, on avait peut-être certainement déjà dégagé de l'argent. Pour ça, on avait... Mais on n'avait jamais annoncé ce montant. On est d'accord. Laissez-moi finir. En gros, c'est 608 milliards pour le pôle d'attraction touristique. 608 milliards. Reconduit dans le PAG2, et donc ça fait un ensemble. Il y a des projets qui laissez-moi d'accord, allez-y, Delphin, on va l'écouter. C'est pour ça qu'il a dit un projet, c'est une intention, c'est les études de faisabilité, c'est la recherche de financement, c'est le bouclage de financement, le démarrage du projet. C'est vrai qu'il y a des projets où on n'a même pas besoin de boucler totalement le budget avant de démarrer parce que ça va venir dans le temps. Parce que si c'est sur le budget national, ça peut venir dans le temps. Ou si c'est les partenaires qui vont accompagner, ça peut venir dans le temps. Oui, mais qu'on nous dise à quel niveau nous sommes. Parce que tel qu'on a dit, c'est que ce sont les mêmes choses qu'on répète à chaque fois. C'est comme si c'est de nouveaux projets. Et quand on dit des milliards pour le même projet, c'est comme si on communique juste pour communiquer. Mais quand on veut communiquer, oui, on communique avec des détails. Et l'autre communication que nous voulons. Par exemple, l'affaire de ce que nous vivons actuellement, la charité que nous vivons actuellement. Quelle est la communication à outrance qui se fait sur ça? Il faut une communication à outrance sur, d'abord, le projet. Par exemple, le code général des impôts. Il faut une communication à outrance sur ça. Non, mais Delphin, je vais vous relancer. Apparemment, vous n'êtes pas dans le même pays que nous, bien vous ne suivez pas l'actualité. Parce que sur le nouveau code général des impôts, il y a eu suffisamment d'éclairage. Le directeur général des impôts, lui-même, M. Nicolas Yenoussi, je vous relance. Okay. Sur Ask Gouv Bénin a donné des éclairages. Il a même fait une sortie également dans les médias classiques pour apporter son éclairage. Et sur la cherté de la vie, le porte-parole du gouvernement, au détour du Conseil des ministres mercredi passé, est revenu là-dessus pour expliquer les redevances à appliquer sur les différents produits. Et donc, si dans un contexte pareil, vous estimez qu'il n'y a pas de communication, soit vous ne suivez pas l'actualité. Non, pas suffisant, mais quand vous parlez de communication à outrance, oui, je voudrais savoir ce que vous y mettez. Avec les éléments que je mets à votre disposition. Voilà. Ce que j'y mets est ceci. Vous venez de dire que comme si je ne suis pas dans le pays et que si. Mais vous venez de citer des communications qu'on a fait par rapport à ça. Ça veut dire que vous estimez qu'on en a déjà suffisamment fait. Non, je n'estime pas. Je vous donne ces éléments pour que vous puissiez apprécier. Donc ça veut dire qu'on n'en a pas suffisamment fait. Donc on veut qu'on fasse même plus dans ce genre de sens. Bedjelano a dit tout à l'heure si on veut délocaliser des gens, les gens qu'on veut délocaliser, ce n'est pas par rapport aux milliards cités, par rapport aux projets qui vont savoir qu'il y a un projet. Déjà, quand on délimite ça, c'est déjà dans l'étude de faisabilité qu'on sait déjà qu'on veut délocaliser, que les gens le savent déjà. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de faire une communication autre mesure avant que les gens ne savent que... Vous pensez que... Ce que je voudrais comprendre, c'est, les amis, est-ce que ce sont les milliards cités qui, au fait, qui causent polémique? Pas du tout. Pour moi, non. La densité, l'immensité du projet, parce que c'est tout un ensemble. Faites, en tout cas, des calculs. Il faut soustraire les 6 et quelques milliards des 12 11 milliards qui sont réservés pour ce projet. Vous verrez que ça occupe une grande partie. Donc, ce n'est pas que, c'est tout un ensemble. Et quand on annonce, c'est peut-être pour rafraîchir la mémoire aux gens, jusque-là, pour ma part, il n'y a pas, en tout cas, une exagération dans la communication. C'est toujours bien, puisque là, c'est toute une suite. Il y a le programme, le PAG1, le PAG2 aujourd'hui. Et donc, certains projets ont été redéfinis et inscrits au programme d'action du gouvernement de PAG2. Donc, je crois pour le moment, c'est un peu trop tôt de qualifier ou bien de jeter de l'Europe sur ce qui se fait pour ma part. Je pense que pour le moment, c'est tout un ensemble de projets. Parce qu'à lire le document, c'est beaucoup d'autres projets qui sont cités dans les 608 milliards. Et au nombre desquels, pour apporter quand même quelques précisions, à en croire le ministre Jean-Michel Abimbola, le Vaudou devrait occuper une place prépondérante dans la promotion de la destination Bénin. Et le Bénin sera le centre du Vaudou mondial. Voilà. Et il y aura
Voilà la mise en place du pôle muséal d'Abomey de Porto Novo avec le musée du Vodou-Orisha et la route des couvents Vodou-Orisha. Il y aura beaucoup d'autres projets dans ce cadre-là. 608 milliards. Donc, c'est peut-être sur... ce qu'on est en train d'expliquer là peut aller au-delà du PAG2 et peut-être continuer sur d'autres gouvernements. Tout à fait. Donc, c'est toute une masse de projets avec autant d'argent qu'on aura progressivement à mettre. Avec le concours des partenaires, en tout cas du partenariat public-privé. Les privés auront une grande part. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire du Bénin la destination mondiale du vaudou, parce que nous, les autres pays comme Trinidad et le Brésil, etc., ils vendent la culture. Or, la base même, c'est chez nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Que faisons-nous pour faire la promotion de tout ce que nous avons comme richesse? Nous en avons énormément qu'on ne finirait pas, nous qui sommes ici, d'en découvrir peut-être avant de quitter cette terre. D'accord. Julio a suffisamment patienté. Vous allez peut-être... Voilà, il n'a jamais été pressé. Sur la question, vous estimiez déjà dans vos premiers propos que... D'abord, je voudrais me repréciser pour dire je n'ai rien contre dans le fond par rapport aux différents projets de tourisme. Je voudrais aussi dire à mon ami Fiacre que, en fait, dans le cadre de ces projets, pour l'aire géographique dont on a besoin, ce n'est pas maintenant. La communication qui est faite n'a pas pour objet de dire aux occupants ou à ceux qui sont sur ce truc-là, non, c'est une autre forme de communication. Pour ce que je sais, notamment par rapport à la station balnéaire d'Avriqueté, l'espace existe déjà, vous le savez bien sûr, à Kokodi, qui n'est pas loin de chez moi, c'est 4 km de route vers Avriqueté, ça existe. Porto Novo pour la réhabilitation, c'est les endroits en fait qui sont déjà ciblés, donc il n'y a pas, la communication là n'a pas pour objet de dire quoi que ce soit aux occupants. Ce que je dis, c'est quoi? Nous sommes dans un environnement où, comme je l'ai dit, le PAG a exposé déjà les projets. On a eu un temps, on a communiqué sur le PAG. Chaque ministère, selon ce qui le concerne. Aujourd'hui, alors, nous sommes... Le PAG2 ou le PAG2? Le PAG2. Nous avons fait ce débat-là plusieurs fois ici. Là où nous sommes, nous avons, en fait, des questions d'ordre conjoncturel, je le dis bien, en fait, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement et pour lesquels les gouvernants sont censés trouver des solutions ou autrement nous rassurer de ce que des solutions urgentes sont en train d'être trouvées. Je dis simplement que la question du tourisme aujourd'hui, c'est une question d'ordre, en termes de communication, c'est une question d'ordre secondaire par rapport aux réalités que les Béninois sont en train de vivre. Je vais vous donner un exemple qui impacte tout le monde. En fait, quand on parle d'impact, puisque, en fait, excusez-moi de le dire, le projet tourisme a une forte impact, mais pas à moyen, pas à court et moyen terme, c'est à long terme. Peut-être que ça ne va jamais impacter. Peut-être qu'il y a des bénéfices que ça ne va jamais impacter, mais ce que nous disons là, ça a un impact direct, c'est-à-dire que la cherté de la vie. Je prends un exemple. Nous parlons du Code général des impôts, quelqu'un l'a évoqué tantôt. Que par exemple, par rapport aux motos qui ont pris du coup, la direction des impôts a rassuré la dernière fois que non, ce n'était pas une augmentation des taxes, mais c'était, une réhabilitation parce que, en fait, les barèmes n'étaient pas respectés. Et donc, le fait qu'on remette, en fait, les barèmes dans le bon ordre, ça a bousculé les choses. Et que, avec les transporteurs, avec les importateurs, ils allaient voir comment aménager pour que des solutions soient trouvées. C'est des choses sur lesquelles nous aurions aimé qu'il y ait suffisamment de communication à l'heure actuelle. D'accord? Les produits alimentaires coûtent cher. Il y a eu des éléments hier. Comment faire pour que l'on comprenne, les paysans comprennent, les gens comprennent davantage, pour savoir que même s'il n'y a pas de solution urgente, l'espoir de dire que demain je vais pouvoir manger ou bien je vais pouvoir l'acheter un peu moins cher, comment ça va se passer? C'est les choses sur lesquelles il faut communiquer actuellement. Nous avons par exemple un problème qui est peut-être très ambivalent et que les gens ne comprennent pas encore. Par exemple, les fonctionnaires. Vous savez qu'en janvier, leurs salaires ont diminué, alors que le gouvernement a promis une augmentation. L'augmentation n'est pas encore une réalité. Ça le sera certainement en 2022, comme le gouvernement l'a rassuré. Mais il faut commencer par expliquer aux gens pourquoi on a ça. Parce que simplement, la loi de finances 2022 étant déjà applicable, le salaire de janvier, il y a la suppression des abattements. Ce qui forcément
d'accord, aura diminué. En fait, ça aura été en prévision que l'on communique davantage pour prévenir même déjà, même en décembre, que en fait, l'application de la loi des finances 2022, les salaires à partir de janvier vont forcément connaître parce que l'abattement a pour impact de diminuer en fait l'impôt en fait sur le traitement salarial. Et donc, si l'abattement n'y est pas, ça veut dire que vous payez plus d'impôts que vous n'avez l'habitude de payer, ce qui regrette, ce qui diminue forcément votre salaire. Il faut expliquer aux gens pour que c'est ça qui a donné ça et que les deux n'ont aucun lien. En fait, c'est les éléments, comment dire, basiques qui permettent, qui nous réunifient, qui intéressent aujourd'hui tout le monde. Excusez-moi de le dire encore, cette question d'ordre touristique, 600 et quelques milliards, 608 milliards n'intéresse pas tout de suite, urgemment, en raison du contexte dans lequel nous sommes. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. D'accord, c'est votre point de vue. D'autres canaux D'accord, vous avez fait passer votre point de vue. Ce que je voudrais repréciser, Stan, si vous le permettez, allez-y. Il faut le dire clairement, le gouvernement, comme on semble dire là, n'est pas en train de communiquer fortement sur ça. En fait, c'est nous, pour le plateau de Sassudiski, qui avons choisi d'en parler. Et donc, il va falloir qu'on fasse aussi cette démarcation, que non, au fait, c'est un sujet qui nous avons jugé bon d'en parler parce que ça peut donner une visibilité à notre pays. Non pas peut-être porter ça sous le dos du gouvernement qui est en train de communiquer. Et là encore, il n'y a pas eu assez de communication sur ce projet-là, tel qu'on est en train de le dire. Il faudrait qu'on reprécise ça là aussi, pour que les nôtres comprennent. Tous ceux qui nous suivent comprennent. C'est ça. Merci beaucoup pour la précision. Delphin Gangana, il y a beaucoup de choses contenues dans le dit projet. J'en citais tout à l'heure. Il y a une galerie nationale qui sera opérationnelle avec un contenu. Il y a la réorganisation, justement, au niveau des structures industrielles. Voilà, ils ont parlé de la réorganisation du secteur industriel avec les organisations ou entreprises culturelles qui auront véritablement un contenu désormais. Il y a beaucoup d'autres choses. Au regard de ça, quand vous regardez le PAG avec 11 milliards, 608 milliards destinés pour la construction de ce pôle d'attraction touristique. Déjà, au niveau du montant, c'est vrai, vous n'allez pas juger du montant si c'est petit ou conséquent, mais déjà ce montant alloué, est-ce que cela ne participe pas d'un point de vue développement à l'ouverture du patrimoine touristique quand on sait que nous n'avons pas jusque-là de l'or, nous n'avons pas des ressources minières assez conséquentes? Il faut peut-être tabler sur le pôle développement touristique pour avancer. Oui, nous avons de l'or dans le papier, donc sur le papier nous avons de l'or. Si vous le dites, c'est comme si l'or de paiement, si vous le dites, c'est comme si on nous avait appris un truc faux, puis on avait dit il y a de l'or à paiement, il y a fait à Lumbu. Il y a toujours. Voilà, donc sur papier, c'est ce que je voulais dire, c'est sur papier, il y a de l'or. Il y en a, mais en faible quantité. Donc on a de l'or, mais on ne l'exploite pas. Peut-être que d'ici là, on va commencer par l'exploiter. Non, vous savez, quand vous n'avez pas assez de ressources minières exploitables, même si vous avez des ressources humaines que vous n'exploitez pas bien, c'est sûr que vous devrez chercher d'autres ressources histoire de pouvoir subvenir à vos besoins. Et la meilleure manière, c'est d'investir, parce que si vous n'investissez pas et que le peu que vous avez vous bouffez, c'est que vous allez mourir de faim. Donc le gouvernement a bien fait quand même de vouloir investir, de vouloir changer les choses et d'ouvrir beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus d'ouverture d'entrée de ressources. Ça, c'est bien. C'est vrai que, oui, quand on parle de 12 000 milliards, ce n'est pas que les 12 000 milliards pour le budget de PAG est déjà là disponible. Les 608 milliards dont on parle aussi, ce n'est pas que c'est de l'argent déjà parqué dans une banque ou dans un bureau et que c'est là. Non, ça c'est la prévision et c'est en fonction de la contribution de nous tous que ce budget sera atteint et que ce sera exécuté pour le bonheur de tout le monde. Et comme je l'avais dit à l'entame, oui, quand on construit, quand on exécute, c'est pour le bien de tous. C'est vrai que, comme Julio l'a dit, peut-être que tout le monde ne va pas ressentir l'impact directement, mais d'une manière ou d'une autre, nous allons ressentir l'impact parce que nous sommes dans un système
ou c'est une complémentarité. C'est sûr que je ne vais pas je vais pas au champ pour cultiver, mais l'agriculteur va là-bas, le paysan va là-bas. Ah, vous n'allez pas au champ? Non, suivez-moi, vous allez comprendre. D'accord. Peut-être que je vais t'inviter un jour à ramasser. Je suis en train de dire le paysan peut-être à Tori faire son champ, mais il ne me connaît pas, mais moi je mange son maïs ici. Le maïs que moi j'achète, quelqu'un prend l'argent du maïs pour aller payer du ciment et construire peut-être sa maison. Et ça, c'est un maçon qui prend les sous que j'ai payés au vendeur de maïs pour construire. Donc, c'est que d'une manière ou d'une autre, même si ça ne nous touche pas directement, ça nous touche indirectement. Donc, c'est quand même bien pour le bonheur de nous tous. Oui, le doyen Toudul a rappelé tout à l'heure que oui, que le gouvernement n'en fait pas une communication autre mesure, mais que c'est un sujet que nous débattons ici. C'est vrai que c'est un sujet que nous avons choisi. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui nous a demandé. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a demandé. D'en débattre, ça fait partie de nous, de notre, donc pour informer aussi les autres et comprendre. Mais il faut aussi revenir sur un autre sujet, comme il a dit. On avait dit l'assurance santé sera obligatoire à partir de janvier 2022, je crois, on avait fait ce débat ici, donc il faut qu'on revienne sur. Voilà, donc il faut qu'on commence par faire le point quand même de ces projets que nous avons débattu. Vous voulez dire que comme je suis un assureur, que je veux savoir, non? Non, je ne suis pas un assureur. Janvier 2022. Janvier ou avril? Janvier 2022. Bon, je vais vérifier ça. On aura la précision. Mais ce qui est sûr, ça démarre cette année. Ça démarre cette année. Donc, il faut qu'on revienne sur ces trucs pour voir aussi l'évolution de ça, l'effectivité. D'accord. Monsieur Théodule vous l'a dit, comme je suis un assureur, je dois savoir. Non, je ne suis pas un assureur. Bon, d'accord. C'est le même. Le débat. Merci beaucoup. Il y a justement un autre aspect qui pourrait intéresser les populations. L'axe Cotonou-Tokyo qui est bien tracé et qui regorge quand même de bon espoir pour la population béninoise. De grands projets désormais en vue. Et il faut dire quand même qu'au nombre de ces deux projets, l'agence japonaise de coopération internationale a particulièrement parlé de ces projets-là, dont les deux qui ont retenu l'attention et qui d'ailleurs feront objet de discussion entre nous tout à l'heure. Il s'agit de la construction de l'échangeur du carrefour Vedoko à Cotonou pour un montant de 17,760 milliards de francs CFA et du renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau pour un coût total de 16,775 milliards de francs CFA. Ces projets ont fait l'objet de signatures et d'échanges de notes le 26 janvier et le 16 novembre 2021 et le 16 novembre 2021 et le 26 janvier 2022. Voilà, j'y arrive. Alors, globalement, Fiak Bodjranou, je vais peut-être commencer par vous. Oui. On sait, pour être très simple avec les populations, pour qu'elles puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, au nombre des deux projets en vue, il y a la construction de l'échangeur de Vedoko à Cotonou, un projet qui avait été quand même souhaité, qui avait même été ventilé quelque peu. Autour duquel il y a eu assez de communication. Merci beaucoup. Autour duquel il y a eu assez de communication en son temps. Le projet prend corps progressivement. Voilà, c'est un autre projet et voilà qu'on a communiqué autour et voilà que les amis disent que la communication est de trop. Non, je reviens pour dire encore que la communication n'est pas de trop parce que de ce projet... On a même déjà fini avec ça. Oui, oui, je suis d'accord. Je reviens sur ça. Ce sujet de communication est trop. Allons-y, d'accord. Oui, parlons du projet. Je suis d'accord. Et c'est un projet qui est annoncé et on a communiqué suffisamment autour de cela. Et voilà que le gouvernement revient nous dire voilà que le projet est bouclé et que le projet va démarrer bientôt en juin 2022 si je ne me trompe. Oui. En tout cas. Donc, je crois que ceux qui occupent... c'est en juillet 2022, bien évidemment. Il y a même déjà le projet
de paiement des expropriés qui est aussi en cours. Le dédommagement. Le dédommagement. En un mot, d'accord. En un mot, qui est en cours. Et il y a le projet, et le second projet, ça concerne le système d'alimentation en eau potable en ce qui concerne le mono et le plateau. Je voudrais qu'on y aille au cas par cas. Déjà, le premier projet concernant la construction de l'échangeur de verre de corps. Oui. Vous voyez, ça va démarrer. C'est un projet qui va démarrer et la population va en souffrir pour quelque temps parce que vous voyez, Vedocor, ça dessert la ville de Cotonou. Il y a beaucoup qui quittent Calavi et c'est un grand carrefour. Beaucoup quittent Calavi pour venir travailler à Cotonou et dès le retour, il y a un point d'achoppement là et il y a souvent de go-slow et d'embouteillage qui se forment à ce niveau. Donc, ce projet viendra vraiment faciliter la circulation à la population à ce niveau-là parce que dès que l'échangeur sera monté et réalisé, et ceux qui vont à Calavi pourront passer par le Rho ou bien, et je ne sais pas comment ça sera disposé, mais toujours est-il que chacun pourra prendre son chemin et aller facilement là où il va. Et cela va aider la population à vaquer facilement à leurs occupations. Delphin, le projet de construction d'un échangeur à Vedocor, ce n'est pas pour la première fois qu'on en entend parler. Le carrefour Vedocor étant un carrefour stratégique, la réalisation de ce projet, la mise en œuvre, c'est vrai au départ, les populations en souffriront, mais à la fin, ce sera quand même un joyau architectural que nous aurons le temps de qualifier. Et donc, ça sera au bénéfice de tous ceux-là qui empruntent ce tronçon, tout au moins. Oui, vous pouvez rien réaliser si vous ne détruisez pas, si vous ne vous battez pas. Donc, c'est normal quand même qu'il y ait des difficultés au cours de la construction. Mais c'est sûr qu'à la fin, ça va faire le bonheur de nous tous. Comme vous l'avez dit, le carrefour Vedocor, c'est vraiment un carrefour stratégique et qui, tous les jours, il y a toujours embouteillage malgré tout ce que nos chefs de l'ordre, en tout cas les forces de l'ordre font et qu'il faut féliciter. Il y a toujours un embouteillage qui montre qu'on constate sur ce tronçon et vivement que ce projet aboutisse pour le bonheur de nous tous. Mais l'aspect qui m'a, moi, je ne vais pas dire dérangé, mais qui a retenu mon attention, c'est quand on me dit que ce projet, que le démarrage a été retardé, pour le non-déplacement des réseaux de la SONEB, de la SBE et de Benin Télécom. Je me suis senti un tout petit peu dérangé. Comment ça? Pourquoi? Oui, je vais vous le dire. Parce que ce projet, c'est vrai que, oui, on avait dit qu'on a communiqué autour, mais c'est un projet qui existait il y a déjà un moment. Je crois en 2021, quand les études géomorphologiques, est-ce que c'est ça, on dit, je ne sais pas si c'est exactement ça, on a commencé par étudier le sol. Voilà. On avait même lu dans les réseaux sociaux que quelqu'un a fait une entrée couchée sur la voie pour dormir. Vous vous rappelez de ce que je dis. Donc, ça veut dire que quoi? Que les études ont commencé. Et la recherche de financement a commencé. Peut-être que le bouclage même de financement est en cours ou est déjà fait. Donc, du coup, je conçois très mal que... Parce que la SBE travaille pour qui? Pour nous, pour le pays. La SONEB travaille pour qui? Pour nous, pour le pays. L'échangeur sera fait pour qui? Pour nous, pour le pays. Ça veut dire que quoi? Que c'est dans le même pays que tout se fait. Les acteurs qui devraient déplacer le réseau n'étaient pas impliqués dans l'étude, n'étaient pas impliqués dans la recherche de solutions pour que cela soit à cause du déplacement de ça que le projet a été retardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont là et qui ne veulent pas accompagner le développement ou qui ne veulent pas accompagner le mouvement. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce à dire qu'il y a... Non, ce que je dis, c'est la question que vous vous posez. Oui, que je me pose parce que hier, je faisais une caricature ici que la musique, c'est une association de notes. Donc, il faut que chacun respecte sa note. Mais comment ça a été fait pour qu'à ce niveau-là, parce que ce problème, à chaque fois, nous entendons parler, parce que pour la route de Kota-Révier, c'est comme ça, on avait dit, ça a été retardé parce que le réseau les gens de la SPE n'avaient pas déplacé, leur réseau n'avait pas fait. Mais chaque fois, c'est le même problème qui se pose. Comment ça se fait? Comment l'harmonisation, comment l'organisation se fait? Comment l'entente, comment le travail se fait pour qu'une partie de la chaîne empêche toujours l'exécution à temps de cette Delphin, est-ce que c'est mauvais de dire la raison pour laquelle
le projet a été retardé. Je n'ai jamais dit que c'est mauvais, mais je dis, mais comment nous pouvons, on ne doit pas continuer à vivre ça. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut que cela ne soit plus de ce genre de raisons qui retardent l'exécution des projets. Mais ne demandez pas au gouvernement d'inventer une raison qui n'existe pas. Si c'est la raison... Non, là, vous ne me comprenez pas. Je n'ai pas dit que le gouvernement je n'ai pas dit que le gouvernement a inventé une raison ou doit inventer une raison ou que le gouvernement a mal fait de le dire. Mais je dis, nous devons... Parce que c'est pour ça que je dis... Non, allez-y, on vous suit. En fait, je recadre. Le déplacement, le manque de déplacement des réseaux de la SONEB et de la SBE a retardé les travaux, d'accord. Oui. Mais si c'est ça qui a retardé les travaux et que le gouvernement, dans sa politique de transparence et de communication, explique que ce sont ces raisons-là qui expliquent le retard des travaux, est-ce qu'on va leur en vouloir pour ça? Je n'en veux pas du tout au gouvernement. Et je l'ai dit, je n'en veux pas du tout au gouvernement. Mais ce que je dis, mais on ne peut pas continuer à accepter que ça se passe ainsi. C'est comme s'il y a un dictat d'une structure. Ce que je dis... Mais ça a été programmé ou non? Est-ce que le démarrage a été programmé? Si le démarrage a été programmé, c'est que puisque quand on veut démarrer un projet, il y a les actions qu'il faut prévoir. Il y a quand même un chronogramme. Mais est-ce que ça a été fait? Si ça a été fait, comment c'est fait pour que cette structure n'arrive pas à exécuter sa part du travail pour que le démarrage soit effectif? C'est ce que je dis. D'accord, c'est compris, c'est bien compris. Julio, sur la même question, c'est vrai que c'est heureux aujourd'hui que le projet démarre en juin 2022, donc on croise les doigts d'ici 4 mois, parce que nous sommes déjà en février. Voilà, votre avis sur la même question? Je voudrais d'abord saluer la coopération bénino-japonaise, parce que de cette coopération qui donne de pareils fruits, il faut les saluer et les encourager. Les deux projets sont d'importance capitale. Je prends le deuxième qui est même plus capital pour moi. Si on a voulu qu'on passe au deuxième après, je voulais votre avis d'abord sur le premier. Sur comment dire, l'échangeur de Vedecor. En fait, nous avons tous été témoins de l'évolution de cette idée. C'était des idées et à chaque étape, je pense qu'il y a même un peu moins d'1 an, il y a eu signature d'accord, on l'a dit. À un moment donné, on a semblé voir une sorte d'étude, comme Gangadon disait tout à l'heure. C'était comme si on avait commencé à construire quelque chose. Les gens disaient même au départ que les chambres à coucher. D'autres ont dit que c'est un projet de péage. C'est comme si on voulait faire un péage là. Donc on a fini le côté. On a été à l'autre côté. Donc en fait, c'est pour, je ne suis pas technicien, je suppose que c'est pour les études du sol. Le projet voit le jour, c'est heureux. Il n'est pas condamné outre mesure qu'il y ait du retard, parce que moi j'aurais condamné qu'il y ait du retard si on m'avait dit que ce retard-là aurait entraîné peut-être l'annulation du projet ou a engendré des coûts supplémentaires, ainsi de suite. J'aurais condamné parce que, en fait, vous savez, c'est des questions d'ordre technique sur lesquelles on ne peut pas. Parce que peut-être que le déplacement de ces réseaux peut faire que si ça n'est pas fait, c'est dans les bons ordres, comme que les populations peuvent ne pas avoir de courant pendant peut-être une semaine. Et donc, c'est peut-être chercher la meilleure manière, le meilleur mécanisme. On peut faire des prévisions et relativement aux aléas, ça peut être amené à se décaler. Qui vous souviennent que depuis environ 2 ou 3 ans, tous les jours, les gens creusent. Aussi bien SBE que SONEB, vous voyez, c'est même pour les réseaux, que les réseaux de télécommunications. L'autre impact qu'il faut s'attendre à voir, c'est comment cette zone-là sera organisée, en fait. Parce que, en fait, l'exiguïté de ce carrefour, je me demande ce qui adviendra de la CEB, de la grande clôture de la CEB, du marché Vedecor et de l'éternel Toyota. Et là, je me demande ce qui en adviendrait. Ça permettra aussi certainement au niveau du bas-fond de l'église catholique là, de faire quelque chose, de faire une sorte d'aménagement, d'accord, pour un aménagement qui puisse être assez... Une partie du bas-fond retirée, peut-être? Oui, certainement. Et donc, les bordures seront
aménagé. C'est vrai que nous n'avons jamais eu en image, comme le gouvernement a l'habitude de nous montrer, la maquette. Les maquettes. Peut-être que ça va circuler d'ici les prochains jours, c'est possible. Je crois qu'une première maquette a circulé. Vous en avez vu? J'ai jamais vu ça. On verra une autre maquette. Dès lors que c'est acté maintenant, vous serez gentil de le partager avec moi, monsieur Théodule. Tout à fait. Pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Ce serait très beau. L'autre inquiétude à avoir, c'est lors des travaux, les voies de contournement, les déviations, comment tout ceci se fera. Tout ceci se fera, comment on va pouvoir le faire. Et là, ça me renvoie à une idée. Je ne sais pas si ça a été tenu compte, si on a tenu compte, qui vous souviennent, qu'il y a environ 2 ans. 2 ans. Pour une sorte d'enquête, on a vu des gens se positionner à des carrefours de ces alentours-là, vers de corps jusqu'au seuil vers de corps, Sogbo. Je ne sais pas si des fois ils arrêtent des gens pour poser des questions, ou bien des fois ils font des décomptes. Je ne sais pas si c'est une manière de voir la fluidité par rapport à tel endroit, pour voir si éventuellement, lorsque le projet sera mis en œuvre, où est-ce qu'on va prioriser par rapport aux déviations, les voies de contournement ou autres, parce que ça sera quelque peu un peu difficile. Voilà l'autre côté qui est le bas-fond, et donc ça ne serait que de côté vers de corps, peut-être vers Fifadi, ainsi de suite. On verra bien comment ça va se faire, mais il faut faire en sorte que vraiment, c'est vrai, on va en souffrir, d'accord, mais qu'on n'en souffre pas trop, ou qu'on n'en meure pas avant que c'est ça. Peut-être que avant que le salut du projet ne vienne. Donc, il n'y a que ça à souhaiter et espérer que dans quelques 2-3 ans, nous ayons véritablement un échangeur, et parlant d'échangeur, un échangeur qui réponde véritablement aux normes. Ah, d'accord. Vous pensez que les existants ne répondent pas aux normes? D'accord. De toute façon, depuis le carrefour de l'Étoile Rouge, il y a déjà vers Akontinkan, il y a quand même des voies bien tracées que la population pourra emprunter. Donc, de toutes les façons, il y aura quand même des issues. Je n'en sais rien, je fais des conjectures. Théodule Moussa, sur la réalisation de ce projet, longtemps annoncé, la phase de démarrage est connue maintenant, c'est juin 2022. Il est à espérer, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà des positions des uns et des autres, que cela commence pour que le trafic routier qui va être vraiment, comment dire, qui va être aménagé d'un si beau joyau puisse quand même voir le jour et que la circulation continue à être fluide à Cotonou. Oui, et tout le monde, on est tous d'accord qu'il y a nécessité de rendre la circulation vraiment fluide à Cotonou. Et surtout à des endroits stratégiques, parce que quand vous prenez aujourd'hui Cotonou et Calavi, ce sont aujourd'hui 2 grandes villes de forte densité démographique. Et donc, quoi qu'on dise, il faut qu'on cherche d'autres issues, faciliter la circulation. Quand vous prenez le carrefour dont on parle, c'est l'issue principale vers la grande métropole Calavi aujourd'hui, qui est une, je n'aime plus parler de cité dortoir, mais qui est aujourd'hui une ville qui a un statut particulier, tout comme Cotonou, avec tout ce que ça regorge comme infrastructure, comme habitants, etc. Et donc, moi je crois que c'est une très bonne chose, un très bon projet, qui sera, pour ma foi, réalisé dans le temps et dans le délai imparti, vu que c'est une conjonction d'efforts. C'est-à-dire c'est une coopération, c'est le Japon qui vient aider, appuyer le Bénin dans la réalisation. Nous savons que ces pays asiatiques, quand ils s'engagent pour un projet, c'est que le financement est là. Le financement est bouclé d'ailleurs, et que en tout cas tout ce qu'il faut pour que le projet démarre, tout est mis en œuvre, tout est déjà prêt. Et donc, je pense que on va pas se plaindre du retard. Saluons tous ceux qui ont travaillé, parce que c'est des gens qui travaillent depuis des années. N'oublions pas que pour les canalisations de la SBE, il y a eu des milliers. On a la SBE, la SONEP surtout a travaillé pendant longtemps. Des milliards ont été investis pour changer les canalisations. Vous voyez. Et donc, forcément, arriver à ce niveau-là, et c'est une autre étude qui est faite. Ce que nous disons ici, les gens ont déjà tout bouclé, les techniciens ont déjà travaillé, tout le monde a travaillé, on sait de quoi il est question et comment procéder pour que
tout se passe bien, pour que les populations ne soient pas privées d'eau, d'électricité, est-ce que vous voyez, comme l'a dit Julio, et que effectivement les voies de contournement, je parie que tout ça là rentre dans les études de faisabilité faites pour permettre à la population de ne pas véritablement sentir les aléas de ces travaux. Oui, c'est vrai. Nous rêvons, c'est-à-dire le temps de la souffrance, l'autre temps pour savourer, en tout cas circuler sur de très belles voies, comme nous le voyons aujourd'hui. Je crois savoir qu'aujourd'hui, on parle bel et bien d'un échangeur, pas d'un passage supérieur. On ne nous a jamais parlé de passage supérieur. Il y a une différence entre les deux. Forcément. C'est ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas allé il s'agit bien d'un échangeur qui sera réalisé. Si même tout le quartier, je dis n'importe quoi, si tous les environs du grand carrefour de Verdecor doivent partir pour que le projet soit réalisé. C'est comme ça se passe dans d'autres pays. Quand c'est des travaux d'utilité publique, eh bien, vous cédez la place, on réalise, et ce serait pour le bien de tout le monde. Il y a le second volet, le second projet justement, qui est celui du renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau pour un coût global de 16,775 milliards. Ça aussi, c'est un autre projet d'envergure pour les Béninois. Oui, un projet d'envergure est très important aussi parce que M. Julio vient de le dire que ce projet s'avère plus important que l'autre. Les deux sont importants, mais quand on parle de l'eau potable pour la population, allez-y comprendre quelque chose. Nous avons encore des concitoyens qui souffrent énormément avant de trouver de l'eau potable, je dis. Et c'est pas de n'importe quelle eau pour pouvoir boire. Et vous savez, votre santé dépend aussi de quelle eau vous buvez au quotidien. Donc cela en va de soi. Et lorsque on arrive à réaliser ces genres de projets, c'est pour le bien-être de la population parce que la santé humaine il va aussi pour compte. Donc je crois que c'est un très bon projet et nous souhaitons que ces projets soient vite réalisés pour le bonheur et le bien et de tous. D'accord. Julio voulait dire un mot sur ce second volet tout à l'heure, un projet d'assainissement dans le département du Plateau. Assainissement en eau potable, un grand projet aussi en vue à venir. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'intérêt dans le mono. Je suis dans une grande partie du mono et je suis heureux que la mienne est de l'eau potable. Donc, c'est une très grande avancée. Je suis content aussi pour le plateau. Et mon vœu, c'est que ça se diversifie davantage. Tous les coins et recoins du Bénin où les gens manquent encore de l'eau potable, il faut qu'on fasse l'essentiel pour que le Bénin complet soit desservi en eau potable. Parce que c'est une question d'hygiène, c'est une question de santé. Et donc, c'est très important. Donc, comme je disais tantôt, il est à souhaiter que ces genres de coopération en fait, se démultiplient pour nous aider à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. Donc, félicitations à la coopération bénino-japonaise. Vive l'échangeur de Verdecor et vive le projet d'assainissement en eau de nos localités comme le Plateau et le Mono. D'accord. Il y a un sujet avec lequel on va sortir rapidement. Le torchon brûle à Tchaourou et ceci au niveau d'un collège d'enseignement général, un collectif d'enseignants du collège d'enseignement général 1 de Tchaourou qui demande le départ systématique de leur directeur et ceci dans une lettre ouverte au ministre de tutelle. Ils ont justifié leur demande par des traitements dégradants que leur aurait infligé ce responsable. Alors, il y a eu du tac au tac puisque suite à la lettre ouverte, le directeur justement mis en cause dans cette lettre n'a pas manqué de réagir. Il a estimé que ces accusations ne sont pas fondées et puis voilà, beaucoup d'autres choses. Mais le directeur départemental de l'enseignement à ce niveau-là a demandé aux uns et aux autres, ce jeudi 3 février justement, de ramener la balle à terre. Alors, Delphin Gangana, je commence par vous. Comment en arrive-t-on justement à constater que le torchon brûle si tant dans le milieu éducatif où des enseignants et leurs directeurs, au-delà
des problèmes qui se posent ne puissent quand même pas se retrouver pour en discuter. Il a fallu une lettre ouverte à l'autorité hiérarchique. Oui, et dans le milieu éducatif, c'est sûr, ça dérange un peu, mais retenons que quand on est entre humains, c'est sûr, il y aura de problèmes, il y aura de mésententes. Mais ce qui, moi, j'ai parcouru tous les documents pour voir cet aspect. C'est parmi les incriminations, ce qu'on a dit par rapport au directeur. Puis on a dit, lui seul, il occupe la fonction du censeur et du surveillant et puis du comptable. Est-ce à dire qu'il n'y a pas un censeur dans l'établissement? Est-ce à dire qu'il n'y a pas un comptable dans l'établissement? Est-ce à dire qu'il n'y a pas un surveillant dans l'établissement? Si il n'y a pas ces personnes dans l'établissement et que c'est lui seul qui assume le rôle il y a ces personnes. Ah, il y a ces personnes. Ça veut dire qu'il s'est arrogé. Il s'est arrogé. Une sorte d'ingérence. Ok. Donc, si c'est l'ingérence, on a dit il a su lui seul le rôle de tout cela. Donc, c'était une ingérence. D'accord, une ingérence. Est-ce que ce sont les comptables, ce sont ceux-là qui se plaignent, ce sont les enseignants qui se plaignent de ce qu'il y a mauvais traitement. Oui, c'est sûr, on dit la cloche ne sonne pas si on ne la touche pas. C'est sûr qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais ils auraient pu en parler au directeur. Peut-être qu'ils avaient déjà tenté ou ils avaient déjà en tout cas tenté que ça ne passait pas. C'est pour ça qu'ils ont choisi que l'autorité intervienne. Et puis, comme le directeur départemental est allé, c'est sûr que s'il a demandé à ce que la balle soit ramenée à terre, c'est sûr que au regard de ce qu'il a eu comme information de part et d'autre, il a trouvé que les deux parties ont intérêt à s'entendre, histoire de pouvoir faire évoluer les choses. Parce que si l'autorité n'est pas en harmonie avec les autres membres de l'établissement, je dis, il y a quand même quelque chose qui n'ira pas. Parce que du moment où les enseignants ne s'entendent plus avec l'autorité, mais qui gouverne, qui fonctionne, qui allait voir et qui va travailler, ça veut dire que le travail sera certainement bâclé et que ce serait du désordre. Donc, pour qu'il n'y ait pas de désordre, mais demander le départ du directeur, le directeur, ce n'est pas les enseignants qui le départ sans délai. Sans délai, ce n'est pas les enseignants qui l'ont mis là. Si on lui reproche quelque chose, c'est de le lui dire et que lui-même essaye quand même de comprendre, de voir dans quelle mesure on va se mettre ensemble pour le bonheur des enfants. Des enfants, d'accord. C'est une lettre signée par 36 enseignants, Julio Tometti, et justement, il dénonce le traitement pratiquement inhumain, en tout cas qu'il humilie ses collaborateurs devant des élèves, et ceci à plusieurs reprises. Ils ont même dit que le jeudi 27 janvier, il a accusé sans preuve les enseignants du collège du vol de 3 ampoules à la salle des professeurs, dont celle des toilettes. Peut-on lire dans la note. Votre réaction, votre analyse. J'avais aussi la dernière fois par rapport au directeur de cantine scolaire. Si on ne trouve pas la trace de ces ampoules, on dirait que c'est le directeur qui fait mauvaise gestion des fournitures mises à sa disposition. Et je pense qu'en fait, ce directeur, c'est un directeur qui a voulu faire preuve de rigueur. Un directeur qui a voulu faire preuve de rigueur. Mais pourquoi on lui en veut? Peut-être qu'il lui a manqué la méthode, un truc là, managérial, les techniques managériales pour discipliner. Parce que vous savez, dans l'organigramme hiérarchique, vous savez, le directeur est concentré à son rôle de direction. Mais quand vous voyez dans sa forme schématique, le directeur est responsable de tout le monde, jusqu'au gardien. Ça veut dire que il peut venir interpeller le gardien sur toute question. Il peut aller à la comptabilité pour vérifier. Moi, j'ai fait un collège, un lycée de Cotonou, où il nous est arrivé plusieurs fois de voir le proviseur rappeler les enseignants à l'ordre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Il y a un professeur qui disait la dernière fois à ses apprenants, j'étais ahuri, il dit que l'utilisation du téléphone est interdite en classe. Et que les règles qui s'appliquent aux élèves, que c'est lui de les faire appliquer aux élèves. Mais que les règles qui s'appliquent à lui, ce ne sont pas les élèves. Donc lui peut utiliser le téléphone, mais que c'est à sa hiérarchie. C'est-à-dire que tant que la hiérarchie n'est pas là, il peut tout se permettre. Là, si le directeur vient le voir en train de manipuler son téléphone à 1 heure de cours, quelle peut être la réaction de ce directeur? Ou bien peut-être même il a déjà eu à l'interpeller une fois, une deuxième fois, ce dernier va forcément manquer de sang-froid, d'accord, et aller peut-être à des mesures qu'on ne souhaiterait pas. Il est arrivé plusieurs fois ici que dans les établissements publics, on demande
je ne suis pas le directeur, mais je prends des cas. Qu'on demande au comptable, par exemple, de fournir la liste des élèves qui n'ont pas encore fini de payer la scolarité. Et le comptable fournit en omettant les noms de eux, lui s'est protégé en fait. D'accord, quand le directeur demande, moi je vais voir le fichier, pour sortir, moi je vais écrire la liste des trucs là. Parce que quand on le fait, quand on sort cette liste, le censeur quand lui va en classe, ou bien quand il va en classe, il sort tout le monde, il y a des gens qui peuvent négocier, qui va laisser. Donc il y a un traitement différentiel. Si le directeur dit, je vais aller moi-même procéder au renvoi le cas échéant, on va dire que le directeur fait ingérence. Si le directeur des fois ou le proviseur se pointe au portail le matin, dit je vais être là, je veux contrôler moi aussi les retards, on dira que le directeur fait ingérence dans les travaux alors que d'une manière générale, il est responsable de tout ce qui se passe. Je dis, c'est un directeur qui a voulu faire preuve de rigueur pour ne pas tomber peut-être dans certains pièges d'ordre fonctionnel, mais qui a manqué un peu de tact dans l'organisation, mais dans le management. Et c'est cela que, bon, les enseignants, dans une posture syndicale, après, je ne sais pas s'ils ont épuisé, parce qu'en fait, dans cette matière, il y a le recours, je pense... administratif. Il y a le recours administratif. Il y a, avant le recours hiérarchique, il y a... le recours vis-à-vis de l'intéressé même, à qui on leur reproche quelque chose. Je ne sais pas si, peut-être au niveau du directeur, il y a eu des démarches avant de saisir l'autorité. Donc, les enseignants même, eux-mêmes, ils sont dans leur droit, d'accord, en saisissant l'autorité. Donc, en fait, dans ces postures-là, on demande toujours le plus grand, en fait, de ce qu'on veut. Donc, à espérer que, en le faisant, cela aura écho et qui va quelque peu adoucir, en fait, les relents de ce directeur qui s'est voulu trop rigoureux dans un milieu où la rigueur n'est pas toujours bien vue. Quand je parle, je soulève mon regard. C'est ça. Donc il a la partie. Donc il a espéré que au niveau de la hiérarchie, le ministre ou le directeur du mentoratoire, ils jouent bien leur rôle pour amener le calme. Oui, le directeur départemental des enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle a eu une séance avec les deux parties mardi 1er février et a demandé aux deux parties de ramener la balle à terre. Fiacre, on peut espérer que dans la suite, maintenant, tout se calme pour que les activités pédagogiques puissent continuer, puisque l'année académique bat son plein. Oui, vivement, c'est le souhait qu'ils mettent véritablement la balle à terre et que chacun puisse comprendre que l'autre est dans son rôle lorsque il agit de telle ou de telle manière. Vous voyez, moi, j'ai un peu regardé la situation, je me suis dit, certainement que ces enseignants n'ont pas suffisamment de preuves par rapport à ce qu'ils mettent à la charge du directeur. Sinon, oui, pourquoi? Parce que vous voyez, le directeur de l'enseignement supérieur de la recherche, le directeur départemental, les a demandé de remettre la balle à tête, de ramener la balle à tête. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas péril en la demeure et que c'est une situation qui peut se régler entre eux. D'accord. Donc, ils ont fait des allégations, peut-être qui sont mal fondées ou qui n'ont pas de preuves de ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont peut-être accusé à tort le directeur. Et je rejoins M. Julio dans ce qu'il dit que le directeur a voulu faire peut-être preuve de rigueur et peut-être qu'il a manqué de techniques managériales pour pouvoir vraiment mettre ses collaborateurs dans la bonne danse, dans la rigueur qu'il veut, dans la ligne droite qu'il veut leur montrer. Et que c'est ça qui a amené ces enseignants à se rebeller contre lui et à le traiter de tout ce qu'il veut. D'accord. Théodule, la question. La question qu'on se pose, quelle a été, de savoir, la question qu'on se pose du moins, est quel a été le comportement, ou bien quels sont les comportements de ces enseignants-là, ces 36 enseignants qui réclament le départ du directeur? C'est là la grande interrogation. Allez y voir, certainement, c'est des gens qui ne veulent pas subir la rigueur, peut-être d'obtempérer, etc. Certainement, il doit avoir des choses parce qu'un directeur, c'est-à-dire, il ne peut pas se lever et en tout cas se comporter tel que les gens l'ont dit parce qu'il a été décrié. Il n'est méchant volontairement. Pas du tout. Et là, c'est en cela je rejoins Julio pour dire c'est de la rigueur qu'il a voulu imprimer parce que personne ne veut entendre son nom cité parmi les directeurs qui ont mal géré, ou
où il y a eu détournement, dans les établissements où il y a eu détournement de quoi que ce soit. Donc, il a voulu certainement faire preuve d'une certaine rigueur une rigueur dont ça a été teinté de maladresse que les gens ont très mal interprété, et de fil en aiguille, c'est devenu une tension, ils ne se supportent plus, et les enseignants sont obligés de demander le départ du directeur, ce qui n'est pas normal, parce que c'est pas eux qui ont nommé le directeur pour réclamer son départ. Voilà pourquoi certainement le directeur départemental a voulu qu'il y ait de l'entente, qu'il se revoie, et que certainement il va rentrer dans la danse avant que les autorités supérieures n'interviennent. Et donc moi je pense qu'il faut comprendre le directeur dans une certaine mesure, et que peut-être le directeur aussi essaye de comprendre ses enseignants, que chacun reste dans son carnaval et que le travail soit fait convenablement. Merci beaucoup Théodule Houssa, Delphin Gangana, Julio Tometi et Fiak Bojanou. Passez un bon week-end tous, dans l'espoir de se retrouver lundi par la grâce du Seigneur. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Suivez. D'accord. Si vous le dites, vous êtes un témoin vivant. Voilà. Un gardien de la tradition aussi. Oui. Suivez-nous sur notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS Android ETélé Bénin. Merci à tous, passez un bon week-end.